Florence, au XIVe, XVe et XVIe siècle, vécut une grande transformation. D'une ville république gouvernée par les confréries des différents arts, petit à petit, elle se trouva gouvernée par une ou autre famille. Mais il y avait plusieurs familles puissantes. Les Pitti, les Strozzi, les Pazzi. Mais la famille qui gouverna le plus longtemps fut celle des Medici. Les rivalités entre ces familles produisirent de véritables guerres, une desquelles, la plus tragique, fut celle dont Léonard fut témoin. Ce fut une véritable tragédie, celle d'une famille, la famille Pazzi, qui voulut liquider la famille Medici, c'est-à-dire liquider les descendants les plus importants de Piero de Medici. Je veux parler de Lorenzo et de son frère Giuliano. Donc les Pazzi organisèrent le crime. Durant la messe du 15 avril 1479, alors que Léonard venait d'avoir 17 ans, soudain, le prêtre prononça les mots « Et missa est ». Et une fois la messe terminée, zac, les hommes payés par la famille Pazzi poignardent dans le dos les deux membres de la famille rivale. Giuliano meurt terrassé devant l'autel et Lorenzo, dont on disait qu'il avait 7 vies, résista. On le mena jusqu'à la sacristie et finalement, il survécut. Finalement, l'assassin de Giuliano s'enfuit très loin, jusqu'en Turquie. Mais il fut capturé et jugé dans ce palais, où avaient été déjà pendus plusieurs des conjurés. Eh bien, Baroncelli fut jugé rapidement et pendu sous cette arche, ici. Léonard, qui avait alors 27 ans, dessina rapidement un croquis du criminel, pendu dans le Bargello. À gauche du dessin, il décrivit les habits qu'il portait. Un bonnet marron, une casaque de satin noir, une veste noire doublée, un juste-corps bleu marine doublé en peau de renard, avec un col de velours rouge et noir, des chaussettes noires. Cela veut dire que l'assassin, qui avait été capturé en Turquie, s'était déguisé avec les vêtements traditionnels des habitants de la région. Ensuite, le pendu fut exposé à la vue du peuple depuis une fenêtre de la tour de Bargello. Les dessins de la nature. Léonard compara les distances pour observer le milieu naturel et le voir dans toute son extension jusqu'à l'horizon. Et pour cela, il dessina la région de Toscane et celle de Lombardie, en incluant les montagnes, les villages, les lacs.
mais aussi une autre distance, la moindre, qui obligeait à rapprocher la vue le plus près possible du sol afin de pouvoir apprécier les détails de chaque fleur, de chaque plante, et découvrir, ce faisant, que dans chaque fleur, il n'y a pas deux pétales identiques. Dans une plante, pas une feuille identique aux autres, que chacune était différente et que c'est cette diversité qui le passionna. La nature est un ensemble de détails, tous différents. Et c'est pour cela que Léonard insista autant à les dessiner. Parfois, la même plante, les mêmes fleurs, plusieurs fois. Son admiration pour cette nature, qu'il étudiait en permanence, était telle qu'il en fit son maître. Il écrivit « Même si le génie humain crée des inventions avec plusieurs instruments vers une même fin, il ne trouvera jamais des créations plus belles, plus faciles, plus brèves que celles de la nature. » Et il ajouta « Car dans ces créations, rien ne manque et rien n'est superflu. » Ici sont exposées les œuvres de Sandra Botticelli, qui fut condisciple de Léonard dans l'atelier du maître Andrea Verrocchio. Eh bien, les thèmes sont ceux de la mythologie antique, pré-chrétienne, qui fut tant célébrée par la bourgeoisie florentine du XVe siècle et si représentée. Ce tableau, par exemple, Botticelli l'a peint avant le départ de Léonard pour Milan. Léonard eut connaissance de ce tableau. Ce sont des thèmes anciens, transposés au présent de cette époque. La culture pré-chrétienne, la culture gréco-romaine, spécialement la culture grecque. Tous les mythes anciens sont représentés ici et proposés comme de nouvelles vérités supérieures, mystérieuses. La naissance de Vénus ou Aphrodite, d'après le mythe grec. Et ici, dans cette représentation du printemps, apparaissent des personnages grecs. Les Trois Grâces, à gauche Hermès, etc. Un tableau que Léonard aura vu se peindre, puisqu'il partit à Milan 2 ou 3 ans après que Botticelli l'eut achevé. Ce sont les thèmes qui furent rejetés violemment par le moine dominicain Girolamo Savonarola. Il trouvait que cette thématique antique distrayait le peuple, l'éloignait des écritures sacrées. Il se passionnait pour ces mythes anciens. En comparant leurs peintures, il est possible d'apprécier comment l'un et l'autre représentèrent la nature d'une manière très différente. Botticelli peint plusieurs formes végétales en détail, comme si elles se trouvaient au premier plan. En revanche, Léonard représentait la nature comme elle nous apparaît en réalité. L'atelier d'Andrea Verrocchio était très actif à Florence. Les très nombreuses congrégations religieuses présentes dans la ville, les dominicains, les franciscains,
commandé à ses ateliers de nombreuses œuvres. Et Verrocchio ne pouvait pas toutes les réaliser. C'est pourquoi il recommandait ses élèves. Quand Léonard eut 20 ans, en 1472, on lui commanda une annonciation. Et Léonard accepta de peindre sa première œuvre, certainement avec l'aide d'un condisciple. Mais avant de peindre, les artistes de l'époque écoutaient les recommandations des moines qui avaient commandé les œuvres. Ceux-ci leur parlaient des Saintes Écritures, de ce que signifiait chaque épisode de la Bible. Et ce fut le cas du jeune Léonard, qui les prit très au sérieux, comme nous le verrons dans l'Annonciation. Les questions de Léonard étaient pertinentes. Que signifie peindre un ange? Qu'est-ce qu'un ange? Qui est un jeune dont on ne sait s'il est homme ou femme et qui a des ailes? Comment peindre des ailes collées au dos d'un jeune qui doit représenter un ange? Léonard prit tous ces thèmes très au sérieux. Et pour cela, pour comprendre en quoi consistaient ces personnages bibliques, il prenait des notes. Dans l'Annonciation, qu'il a peinte à l'âge de 20 ou 21 ans, apparaissent des détails réellement mystérieux, avec des significations très profondes, des contenus théologiques. Il ne s'agissait pas seulement donc de peindre un beau paysage, une belle femme, un beau jeune homme et de jolis plis d'un costume. Il y a quelque chose qui allait au-delà, comme nous le verrons quand nous analyserons l'Annonciation. Je suis en compagnie du professeur Dr Antonio Natali, directeur de la galerie de Los Uffizi de Florence. Antonio, je me trouve finalement devant ces tableaux que tu connais très bien. J'ai des questions à te poser. Face aux horizons peints par Léonard et les horizons peints avant et après lui, véritablement ces montagnes m'impressionnent. Des montagnes parfois terrifiantes, parfois accueillantes, parfois mystérieuses. De l'Annonciation à la Joconde, dans Sainte-Anne ou la Vierge au Rocher. Et je sais que tu as interprété cette montagne si haute et si évidente qui se trouve entre l'ange qui annonce et celle qui reçoit le message. Cette montagne doit avoir clairement une signification particulière. Christo est mons montium. Christ est le mont des monts. Donc, la montagne comme figure du Christ. En suivant la lecture, ailleurs, le monde des païens est représenté par l'image de la mer. Donc, la montagne sur la mer représente Christ dans le monde, qui est en même temps ce qui se produit au premier plan. À ce moment, s'incarne le Verbe de Dieu, le Christ va loger dans l'utérus de Marie. Le Christ exposé au monde, à la fois à l'arrière et au premier plan. Le prophète Isaïe dit « Dans les derniers temps se manifestera la montagne du Seigneur, élevée sur la cime des monts. » Et saint Augustin, commentant l'Évangile selon saint Matthieu, énonçait « La montagne ». Comme l'enseigne le texte du prophète, c'est le Seigneur lui-même. Et la mer, ce monde pour tous les païens. Au maître Verrocchio, il a été commandé un baptême de Jésus. Occupé à fondre en bronze à Venise la statue équestre de Colleoni,
il fait appel à 2 disciples pour terminer une partie du tableau. Léonard peint l'ange sur le côté gauche du tableau et le paysage de l'horizon derrière les figures. Quand Verrocchio revint de Venise et vit ce que Léonard avait peint, il reconnut avoir été dépassé par un disciple. Et il décida d'abandonner les pinceaux pour se consacrer uniquement à la sculpture. Personne n'avait remarqué le fait que dans le baptême du Christ, en plus de la colombe, figure de l'Esprit Saint, se trouve un oiseau rapace qui s'échappe. Qui s'échappe? C'est là une situation qui n'existe pas dans la nature. Une colombe blanche qui fait fuir un rapace. Pourquoi la colombe blanche a-t-elle été choisie comme symbole sensible de l'Esprit Saint? Réponse, c'est parce que la colombe est un animal pacifique et tranquille, et non comme ces oiseaux au bec courbé qui déchirent la chair, comme l'hérésie déchire la doctrine de l'Église. L'Esprit Saint qui fait fuir l'hérésie et le mal. En 1481, quand Léonard avait 29 ans, les moines augustins de Florence lui commandèrent le tableau « L'adoration des mages ». Son père, Piero, était l'avocat et le notaire conseiller de cet ordre religieux. Léonard, conseillé par les frères de San Donato a Scopedo, étudia ce que signifiaient les rois mages. Il décida de représenter 3 faits de manière simultanée. Dans la moitié inférieure, la multitude entoure la Vierge pour voir les mages et les présents qu'ils offrent à l'enfant Jésus. Dans la moitié supérieure, apparaissent à droite des cavaliers qui combattent. Et à gauche, un bâtiment en construction, avec des ouvriers qui montent et descendent par un grand escalier. Ce sont les représentations de 2 textes d'Isaïe qui annoncent la victoire finale de la paix de Dieu, qui reconstruit le monde, qui a été détruit par l'ire des hommes. Derrière la Vierge, 2 anges touchent les racines d'un arbre, comme pour les protéger, et l'un d'eux signale de sa main les feuillages supérieurs. C'est l'arbre de Jessé, duquel surgira, d'après Isaïe, le Seigneur comme étendard de tous les peuples. Certains codex contiennent des dessins très bien faits, spécialement le codex de l'anatomie. Et pour cela, il était aussi critiqué. Pourquoi dessines-tu si souvent une jambe, un bras, un crâne? Pourquoi dessiner de l'anatomie? N'importe qui peut aller à l'hôpital et voir un cadavre quand on l'ouvre. Alors, pourquoi dessines-tu? La réponse de Léonard fut la suivante. Je cite, « Vous affirmez qu'il n'est pas nécessaire de connaître mes dessins d'anatomie, puisqu'il serait suffisant de voir comment d'autres ouvrent les cadavres. Et vous auriez raison s'il vous était possible de voir directement tous ces détails des morts que je vous montre dans mes dessins. » Et d'ajouter, pour faire de l'anatomie, j'ai dû ouvrir plus de 5 corps, enlever la chair qui couvrait les veines, les nerfs, les os,
Et si je ne pouvais pas terminer cela sur un seul cadavre, je répétais la même chose sur d'autres. Et ainsi, je voyais les différences entre plusieurs et complétais ainsi mes connaissances. Ceci explique pourquoi Léonard, dans ses cahiers d'anatomie, dessinait plusieurs fois chaque membre, la jambe, le pied, la main, le bras, car il continuait à étudier des cadavres et comparait les dessins qu'il venait de faire avec ceux qu'il réalisait à nouveau. En refaisant un dessin et en le répétant plusieurs fois, ainsi on put connaître l'anatomie. Pour étudier l'anatomie, il devait parcourir les hôpitaux ou les cimetières. À Florence, il réalisa des études dans cet hôpital de Santa Maria Novella. Pour Léonard, travailler sur des modèles vivants qui posaient pour ses tableaux ne fut pas suffisant. Il aspirait à connaître la structure et la composition interne du corps, où se cache l'origine de chaque acte physique. Si au début, il se procurait des squelettes qu'il pouvait nettoyer avec relative facilité, maintenant, il faisait appel à des hôpitaux où il ouvrait les corps de ses propres mains. En 1482, les artistes de Florence les plus importants sont appelés à Rome pour peindre les fresques de la chapelle Sixtine du Vatican. Parmi eux, Perugino, Botticelli, Signorelli. Les thèmes commandés sont des histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec des épisodes de la vie de Moïse et du Christ. Léonard de Vinci a été exclu. Pourquoi? À Florence, il n'a pas voulu terminer le tableau « Les Rois Mages », ce qui lui a valu la réputation d'un peintre indécis qui ne termine pas ses œuvres. Mais en réalité, Léonard n'était pas disposé à peindre comme des rois mages les personnages importants de l'époque. Arrive à Florence le duc de Milan,
Ludovic Sforza. Il est venu rencontrer Lorenzo de Medici pour rendre hommage à Giuliano, son frère, assassiné 3 ans plus tôt lors de la conspiration des Pazzi. Durant cette rencontre, Ludovic Sforza sollicite un sculpteur afin qu'il réalise le monument équestre de son père Francesco. Verrocchio est totalement dédié à la sculpture de Bartolomeo Colleoni à Venise. Mais son meilleur disciple, Léonard, pourrait réaliser l'œuvre. Lorenzo de Medici n'exagérait pas quand il affirmait au duc de Milan que Léonard était expert dans l'anatomie du cheval. Il existe des documents qui le prouvent. Le théoricien de l'art de l'époque, Lomazzo, écrivit dans son traité de peinture: Léonard a été excellent et unique pour modeler et peindre des chevaux. Et Giorgio Vasari ajoutait: les dessins d'anatomie de Léonard sont divins. Ludovic Sforza accepta le choix de son futur sculpteur. Lorenzo de Medici veut faire un cadeau au seigneur de Milan, un don original dont sera chargé Léonard, et l'artiste conçut une lyre en forme de tête monstrueuse, la fabriqua et en joua merveilleusement bien. Léonard était accompagné d'un ami musicien dont il a réalisé le portrait avec un parfait réalisme. Avant de quitter Florence, Léonard écrira: les Médici m'ont créé et m'ont détruit. Des années plus tard, Vasari confirmerait cette opinion. Florence traite ses artistes comme le temps ses créatures. Il les crée et les détruit ensuite, ou les consume lentement. Avant de partir, Léonard s'informe sur l'histoire de la famille Sforza et apprend que l'héritier légitime du duché Galeazzo Maria, fils unique de Francesco, a été assassiné 6 ans avant, et que le pouvoir est à présent concentré dans les mains de Ludovic, qui s'est lui-même nommé tuteur, avec les pleins pouvoirs sur un tuteur qui est en réalité le légitime bénéficiaire. Leonardo parte de Florencia dirigido al norte. Léonard abandonne Florence et se dirige vers le nord, traversant les monts Apennins qui contournent la région de Toscane. Il n'a pas peur de l'avenir. Il a 30 ans et a planifié toute sa vie, partageant l'étude de la nature avec l'invention ou l'exécution d'une de ses œuvres. À Milan, Léonard se rend immédiatement à la basilique de Saint-Ambroise, une architecture romane exemplaire, sans détails décoratifs superflus, construite entièrement en briques. Il arrive finalement aux murailles du château, la demeure de la famille Sforza. Léonard aime le caractère de forteresse inexpugnable de l'énorme bâtisse.
Dans cette cour, dans ce cortile, se superposent deux mondes. Le monde de la cour du palais et le monde du château, de la forteresse. Et ces deux mondes s'expriment dans l'architecture. L'architecture du palais, que nous avons déjà observée à Florence, et l'architecture propre du château, de la forteresse. Comme vous pouvez l'apprécier, on retrouve toujours la présence d'une tour. Léonard écrivit une lettre de présentation à Ludovic Sforza. Une lettre dans laquelle il résuma tout ce qu'il pourrait créer comme architecte, comme ingénieur civil et militaire, comme géographe, etc. Je suis en condition de détruire toute place fortifiée et toute fortification qui ne soit pas érigée sur des rochers. Et la liste continuait. Peu après s'être présenté comme ingénieur militaire, il ajoutait qu'il pouvait aussi créer des œuvres utiles à la société. Sur ce point, le 10e, il précisait: en temps de paix, je crois pouvoir exercer pleinement le métier d'architecte, projetant des édifices publics et privés et transporter de l'eau d'un endroit à l'autre. Je pourrais même me charger du cheval de bronze, qui sera gloire immortelle et honneur éternel de Monsieur votre Père, d'heureuse mémoire et de l'illustre maison Sforza. Et si quelques-uns des projets mentionnés paraissaient impossibles ou irréalisables à quelqu'un, je me compromets de suite à réaliser une expérience dans votre parc ou dans n'importe quel lieu que je choisisse, votre Excellence, devant laquelle humblement je m'incline. Sa première expérience dans cette ville fut tragique. L'année suivante se répandait la peste à Milan. 50 000 personnes moururent dans cette ville et dans la région lombarde. Lui, quand il avait écrit au comte Sforza pour offrir ses services, avait affirmé qu'il pourrait projeter architecture et urbanisme, raison pour laquelle il déclarait dans cette lettre que la meilleure des réputations sera éternelle pour un homme qui projette des édifices lorsqu'il fera plus belle la ville et plus saine. Il partage ensuite ce conseil: tu devras déconcentrer telle densité de population, laquelle, comme les chèvres qui vivent les unes sur les autres, remplit chaque endroit de mauvaises odeurs, comme les graines d'une mort infecte. Ludovico Sforza Ludovic Sforza quitta Milan pour se protéger de la contagion. Et Léonard, que fit-il? Il resta à Milan. Pourquoi? Pour observer les traces de la peste sur les cadavres accumulés dans des fosses communes ou des cimetières improvisés.
Se preguntò Leonardo. Léonard se demandait en quoi devrait consister une ville parfaite. Les artistes de son temps aimaient à présenter devant les cours cultivées des villes idéales, aux édifices classiques, issus de perspectives mathématiques et traités comme des figures géométriques parfaites. Cette ville, par exemple, fut présentée comme un monde urbain idéal, car il contenait le Colisée, l'arc de Constantin de Rome et le baptistère de Florence. Des perspectives similaires étaient aussi présentes dans le dessin des meubles et des portes. Léonard, en revanche, pensait une ville organique que nous pourrions définir aujourd'hui comme écologique, car elle imitait le système circulatoire de l'être humain. Ces nombreux dessins d'urbanisme sont conservés en France et d'autres dans le Codex Atlanticus. Ce modèle, présenté au Musée de la Science et de la Technologie Léonard de Vinci, montre un quartier urbain de la ville conçu par le maître. Une ville, pourrais-je dire, futuriste, une ville qui aujourd'hui nous est encore inconnue. D'abord, ici vous pouvez voir un canal, le canal majeur, car toute la ville est alimentée et irriguée par l'eau. Vous pouvez voir qu'il y a des rues basses, des rues hautes, et ici, un palais dont la cour d'honneur donne sur une cour de service. Car tout doit être beau, non seulement la façade d'un bâtiment, chaque élément d'un édifice doit être noble. Ce grand relief en bois, réalisé dans la fabrique Artel du Chili, montre la ville écologique pensée par Léonard après la peste de Milan. Leurs auteurs se sont basés sur tous les dessins d'architecture de l'artiste qui composent ce qu'on appelle le Codex B, conservé à Paris. L'organisme artificiel qu'est la ville doit pouvoir coexister et s'intégrer dans un macro-organisme naturel. C'est cela une ville, l'intégration de la ville dans la nature. Quand c'est ainsi, la ville est bonne. Et sinon, non. Pourquoi je souris? Je souris parce que je lis des textes de Léonard. Oui, car Léonard non seulement écrivait dans ses codex des observations très profondes, parfois philosophiques, mais il écrivait aussi des choses amusantes, inventait des histoires. Par exemple, on demanda à un peintre pourquoi, s'il peignait toujours des figures si belles, qui étaient des images mortes, il avait fait des enfants si laids. Et le peintre avait répondu que les enfants, il les faisait de nuit et les tableaux de jour. Léonard raconte aussi l'histoire d'un prêtre qui se trouvait un samedi saint dans sa paroisse, bénissant les lieux avec de l'eau bénite, comme c'est la coutume, et qui entra dans l'atelier d'un peintre.
Il jeta de l'eau bénite sur quelques tableaux et l'artiste en colère lui demanda pourquoi il endommageait ainsi ses peintures. Le curé répondit qu'il devait le faire, car ainsi il pourrait recevoir un bien supérieur de Dieu, comme il l'avait annoncé, et que pour un bien sur la terre, il en obtiendrait 100 du ciel. Comment termine cette histoire? Alors, le peintre attendit que le curé sortît dans la rue et lui jeta un seau d'eau en criant « Comme ça, depuis le ciel, tu recevras beaucoup de biens supérieurs pour ceux que tu m'as fait en abîmant mes tableaux avec l'eau que tu m'as jetée. » Ça, c'était notre Léonard. Réellement, une personne qui s'amusait avec les choses du peuple. Et là, comme vous voyez, il adorait écrire des histoires, écrire des contes. Comment devrait être le monument équestre à Francesco Sforza? Léonard avait étudié dans la cathédrale de Florence une peinture murale d'Andrea del Castagno, qui faisait le portrait de Niccolò da Talentino. La posture solennelle du cavalier, le mouvement contrôlé de l'animal, propre d'un défilé cérémonial, lui paraissait artificiel, faux. Léonard préférait imaginer Francesco Sforza avec une attitude guerrière, monté sur son cheval cabré. Il commença à modeler l'énorme structure jusqu'à étudier la technique de la fusion en bronze. Ludovic Sforza non seulement exigea à Léonard la statue équestre dédiée à son père Francesco, non seulement le chargea-t-il d'un projet de nouvelles armes pour ses armées, ces armes que Léonard avait promises dans sa lettre de présentation. Il lui demanda également de concevoir des spectacles fantastiques pour amuser sa cour et principalement sa très jeune épouse. Ludovico Sforza avait un besoin urgent de grandes fêtes afin que sa cour fût aussi prestigieuse que celle des Medici à Florence. Le duc de Milan exigea alors à Léonard de dessiner et produire des spectacles grandioses. Le plus célèbre fut celui de la fête du paradis, réalisé à l'occasion du mariage du fils du duc avec Isabelle d'Aragon. Léonard passa donc la majeure partie de son temps, et il était obligé de le faire, à dessiner des scénographies, à concevoir des costumes destinés à créer la surprise. Mais toutefois, en plus, la nuit, il continuait à étudier, inventer des armes, non pas pour la guerre, mais comme des instruments de travail pour l'homme. Il écrivit « Ô Léonard, pourquoi te fatigues-tu autant ?» Et il se répondit à lui-même « Je ne me fatigue jamais de servir. Je ne me fatigue jamais d'aider les autres. » Le duc Ludovic lui sollicite de nombreux projets concrets, utiles, comme des fortifications sûres. Et Léonard doit développer, en outre, 2 tableaux de contenu religieux, mystique, qui exigent de lui une attitude contemplative.